Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire qu'on a choisi aujourd'hui de dédier sur le sujet de l'ISO 2012, système de management de la mesure, qui sera donc animé par Peggy. Bonjour à tous, donc Peggy Courtois, je suis formatrice en métrologie à Delta-MU et je suis aussi conveneur de l'ISO 2012. Merci Peggy. Donc, comme d'habitude, pour ce webinaire, il sera disponible en replay dès demain, je pense, sur notre chaîne YouTube et directement dans l'espace ressources de notre site Internet. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à notre chaîne YouTube pour être vraiment informé de toutes nos actualités et de tous les prochains webinaires qu'on va pouvoir proposer. Merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, pour votre confiance et pour votre fidélité. Peggy, je te laisse présenter rapidement le sommaire. Oui, alors le menu pour ce webinaire, Marie va nous présenter rapidement Delta-MU en quelques mots. Et ensuite, j'enchaînerai avec la présentation de l'ISO 2012, où on en est. Donc, tout d'abord, je remercierai les gens qui sont impliqués dans cette révision. C'est avant tout un travail d'équipe. Ensuite, je vous introduirai quelques notions du vocabulaire ISO. C'est important qu'on ait les mêmes bases. C'est un peu le socle de la norme ISO 2012. Je vous raconterai un peu l'histoire de l'ISO 2012, comment on en est arrivé là, le besoin industriel, pourquoi on a définitivement besoin de cette norme, ça c'est primordial. Vu qu'il y a beaucoup de craintes aussi par rapport à la 17025, j'ai réservé une ou deux slides où on va faire on va comparer ces deux normes. Et ensuite, j'aborderai le contenu de l'ISO 2012. Alors, il faut savoir que la norme est encore en cours de révision, donc le contenu n'est pas définitif. Donc, je serai quand même assez sommaire sur le contenu. Et je vous expliquerai où on en est dans la révision de l'ISO 2012, donc la feuille de route. Marie, je te laisse reprendre la parole. Très bien, merci Peggy. Donc juste quelques mots très rapides pour vous présenter Delta-MU. Donc vraiment référence de la métrologie 4.0. Donc on a vraiment à cœur, comme c'est le cas aujourd'hui dans ce webinaire, de diffuser en fait notre vision de la métrologie. C'est d'ailleurs le sujet du jour. On est vraiment pilote de la refonte ISO 2012 avec Peggy qui est l'animatrice au niveau international. Elle vous en dira plus tout à l'heure. Donc, c'est vraiment dans notre ADN de faire évoluer ce monde de la métrologie, de faire des publications, de participer à des conférences internationales et de s'impliquer aussi dans le monde de la formation. Alors, on est organisme de formation, mais plus largement, on va s'impliquer aussi dans la formation initiale auprès des étudiants, donc notamment dans le cadre de la refonte du BTS sur les métiers de la mesure, sur la data science pour l'ingénierie, avec toujours cette vision de l'importance de la fiabilité des mesures et donc de la métrologie dans les décisions qui sont prises aujourd'hui dans le monde industriel. Et donc une diffusion qu'on veut la plus large possible, donc, par le biais des webinaires et par le biais de notre plateforme numérique. Donc on a une Delta-MU Digital Academy, donc pour les formations qu'on peut proposer en distanciel, donc avec une formation interactive et avec quelques modules qui sont aussi disponibles gratuitement sur la chaîne publique. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Voilà, c'est vraiment de la ressource et du contenu qu'on vous met à disposition. Et les prochaines dates par rapport à tout ça, donc le 11 avril, un prochain webinaire qui sera vraiment dédié au sujet de l'intelligence artificielle au service de la métrologie industrielle, avec une petite surprise qu'on va vous annoncer là dans les prochains jours autour de l'IA. Et dans le cadre de notre offre de formation aussi, des formations qu'on propose ici dans nos locaux à Clermont-Ferrand en Auvergne, sur l'initiation à la métrologie. Donc là, c'est vraiment une formation en inter-entreprise. On a des places qui sont toujours disponibles. Et on enchaînera les 5 et 6 juin prochains sur une formation sur une de nos formations best-seller sur l'optimisation des périodicités d'étalonnage.
Donc, Deltamu, c'est vraiment avant tout une équipe. Vous avez deux représentantes ici, avec vraiment une raison d'être. Donc, on a été fondé il y a maintenant 26 ans par Jean-Michel Pou, qui est un ancien responsable d'accréditation, directeur de laboratoire d'étalonnage, qui avait décidé de créer Deltamu pour vraiment atteindre enfin le juste nécessaire par rapport aussi à la métrologie. Donc, plutôt que d'étalonner tous les ans les instruments de mesure, c'est de redonner vraiment du bon sens, se poser les bonnes questions pour faire en sorte que la métrologie permette de fiabiliser vraiment les mesures qui sont réalisées au quotidien, que ce soit dans les laboratoires ou directement sur le terrain industriel, pour valider la conformité de vos produits et donc maîtriser les risques. Donc, toute notre histoire conduit vraiment à ce que Peggy va vous présenter dans le cadre de l'ISO 10012, donc l'importance de la métrologie dans la fiabilisation des données et donc pour prendre des décisions éclairées. C'est vraiment un travail qu'on mène depuis 26 ans, où on est actif dans les comités de normalisation. Donc, en 2006 déjà, je parlais d'optimisation de périodicité d'étalonnage, où on a fait reconnaître nos méthodes dans le FDX 07-014, qui traite de l'optimisation des intervalles de confirmation métrologique. Plus récemment, sur le sujet des comparaisons inter-instruments, par exemple. Et aujourd'hui, donc, concrétisation à l'échelle internationale de notre travail avec l'ISO 10012. Hop. Donc, c'est vraiment cette expertise et cet accompagnement unique qu'on vous propose autour vraiment d'une offre de conseils experts avec des prestations de diagnostic, vraiment d'accompagnement autour de l'optimisation des périodicités d'étalonnage, mais aussi de l'évaluation des incertitudes de mesure, donc tous les sujets qui sont balayés dans le cadre de l'ISO 10012. La mise à disposition d'outils comme notre logiciel Optimu, qui est composé de différents modules, pour aider à mieux gérer le parc d'instruments de mesure, mais aussi faciliter la planification, la réalisation des étalonnages, l'optimisation des périodicités, l'évaluation des incertitudes, etc. Et donc la dimension vraiment formation, avec quelques exemples que je vous ai donnés tout à l'heure sur vraiment l'initiation pratique, l'optimisation des périodicités d'étalonnage, mais on a tout un catalogue avec des thématiques très spécifiques et avec vraiment cette volonté d'avoir un accompagnement très individualisé et pratique à vos problématiques qui vous sont propres. Et tout ça, donc on a été reconnu à l'échelle internationale. Donc c'est aussi dans le cadre de l'ISO l'intention qu'on avait d'avoir des pratiques qui peuvent être reconnues partout dans le monde. Et c'est aussi dans l'histoire de Deltamu et dans son développement, avec donc la création d'une filiale qu'on a à Milan, en Italie, depuis 2016, et plus récemment, en Amérique du Nord, donc avec notre filiale à côté de Montréal, qui existe depuis un peu plus d'un an maintenant. Et donc nos clients, on les accompagne et ils nous suivent aussi dans ce développement international. Et c'est aussi avec le travail qu'a fait Peggy. Elle va vous en parler à l'instant avec ce travail international. Donc n'hésitez pas, je vais laisser Peggy vous présenter le cœur du sujet, à interagir avec nous. Vous avez un petit formulaire de questions, donc n'hésitez pas à vous en servir. Il y aura un temps de questions qui sera réservé à la fin pour échanger, ou si vous souhaitez plus de précision de la part de Peggy. Donc je serai votre voix, donc n'hésitez pas à poser ces questions-là. Merci Marie. Comme le dit Marie, n'hésitez pas à poser vos questions, elle pourra m'interrompre, il n'y a pas de souci, si quelque chose n'est pas clair. Donc je reprends la main et je vais vous présenter l'ISO 10012. Alors l'ISO 10012, c'est quoi? C'est la norme référence en termes de management de la mesure. Elle date de 2003, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais je voudrais commencer d'abord, c'est dire que la révision d'une norme, elle se fait tous les 5 ans. Donc la norme ISO 10012 a été revue en 2008, 2013 et 2018. Et c'est en 2018 qu'ils ont considéré
que l'ISO a considéré faire une révision complète de cette norme-là. Donc, une équipe d'experts s'est créée et vous avez devant vous, là, les noms des gens qui sont autour de la table pour reconstruire cette norme, retravailler cette norme. Alors, c'est une norme, c'est un groupe de travail, c'est le WG27. C'est un groupe de travail international. On est représenté, la France est représentée par l'AFNOR avec Isabelle Blanc du LME, Grégory Charpentier de la société Calia et Christophe Dubois, notre collègue de Delta-MU. Vous avez les États-Unis, vous avez l'Inde, la Côte d'Ivoire, la Colombie, etc. On a beaucoup de gens des 4 coins du monde. Et ça, c'est très important. Ça nous permet d'avoir une unité internationale. Alors, ce que vous voyez en haut à droite, là, l'ISO TC176 SC3 WG27, c'est là où on est dans les méandres de l'ISO. Pourquoi je vous pointe ça, c'est parce que ça va avoir des conséquences pour la présentation de tout à l'heure. Donc, on est à l'ISO dans le comité technique 176. On est dans le SC3, donc le sous-comité 3. C'est un comité de qualité qui concerne la qualité. Et on est le WG27, le Working Group 27. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Un gros remerciement à nos anges gardiens de l'AFNOR, Carino, Pauline Joris et également Petra Seklikova, qui nous accompagnent dans la liaison avec l'ISO. Donc, merci à toute cette équipe. J'enchaîne avec 3 définitions. Alors ça, ce sont des définitions ISO que vous pouvez retrouver sur le site de l'ISO. Pourquoi je commence là-dessus? Parce que ça va être le socle de la compréhension de la norme ISO 10012. Et on n'est pas tous mécaniciens, donc il nous faut un petit peu de vocabulaire. Alors, premier vocabulaire, c'est le système de management. Un système de management, c'est quoi? En gros, l'entreprise, pour fonctionner correctement, elle va se donner des objectifs. Ces objectifs, ils vont être divers, variés. Ça peut être la qualité de vos produits et services, ça peut être un engagement environnemental, ça peut toucher la santé, la sécurité ou la performance opérationnelle. Donc voilà, il y a différents objectifs. Afin de réussir ces objectifs, l'entreprise, l'organisation va mettre en place un système de management. En gros, c'est une forme d'organisation basée sur des processus, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place des actions pour s'assurer que les processus soient respectés et qu'on puisse atteindre ces objectifs. Donc, c'est ça un système de management. Le système de management est basé sur des documents. Alors, ça peut être des documents internes, ça peut être des documents externes qui viennent d'un client. Un client nous soumet ses exigences, mais la plupart du temps, ces documents sont des normes, des documents normatifs issus soit du BIPM, soit par exemple de l'ISO. Alors, vous comprenez bien que si vous avez un engagement environnemental, que vous voulez la qualité de vos produits et que vous êtes par exemple dans le domaine médical, vous allez devoir respecter l'ISO 9001 pour la qualité, l'ISO 14001 pour l'environnement et le dispositif médical, ça va être la 13785. Donc, vous allez avoir différentes normes à respecter. Ça peut devenir très compliqué d'un point de vue qualité parce que chacune de ces normes va avoir des exigences. Donc, ce qu'a décidé l'ISO, c'est de venir avec ce qu'on appelle une structure harmonisée. C'est-à-dire que les normes, depuis les années 2000, elles sont écrites d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui correspond à un chapitre, un paragraphe. Par exemple, le chapitre 4, c'est sur le contexte de l'organisation. Le chapitre 5, ça va être sur le leadership. Voilà, donc l'ISO nous a quelque part imposé une forme, une structure dans les normes afin que nous, si jamais on décide de mettre en place plusieurs normes, eh bien, on puisse se retrouver parmi toutes ces normes. On sait que le chapitre 4, les exigences correspondent à l'entreprise en général, au contexte de l'entreprise. On sait que le chapitre 8, c'est sur le support. Et on pourra comme ça mettre en avant les différents points des normes, quelle que soit l'origine des normes.
Donc, il y a vraiment, vraiment un concept assez fort dans cette définition, ce système de management et cette structure harmonisée. D'accord? Maintenant, on va parler de système de management unique, c'est-à-dire que vous n'en avez qu'un et vous avez cette structure harmonisée qui vient harmoniser le tout. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que la norme ISO 10012, à l'origine, elle n'était pas harmonisée, elle n'était pas écrite de cette manière. Et nous, une des exigences pour le WG27, c'était de la réécrire en format HS. Et ça, c'était un gros, gros travail. Une chose que j'ai oublié de mentionner aussi, c'est que depuis les années 2003-2006, l'ISO a décidé de classer ces normes en deux types, type A, type B. Les normes de type A, ce sont des normes qui contiennent des exigences, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire auditer par un organisme extérieur ou par vos clients et vérifier que vous avez bien répondu à toutes ces exigences. Une norme du type B, ça va être une norme conseil, de recommandation. Vous n'êtes pas obligé de suivre les exigences d'une norme de type B. Ça, alors, ça me mène à la prochaine slide. Alors, ce que vous voyez là, un peu, c'est l'histoire de l'ISO 2012. À l'origine, l'ISO 2012, elle était en deux parties. La première partie, écrite en 1992, c'était des exigences sur tout ce qui était confirmation métrologique de l'équipement de mesure. Donc là, on était vraiment centré équipement de mesure. 5 ans plus tard, en 1997, on a écrit une deuxième partie. Donc là, c'est l'assurance de la qualité des équipements de mesure, donc tout ce qui est exigence pour la maîtrise du processus de mesure. Donc, première partie, équipement de mesure. Deuxième partie, processus de mesure. En 2003, ils ont décidé de fusionner ces deux parties en une seule norme, l'ISO 10012, version 2003. Donc, système de management de la mesure, exigences pour les processus et les équipements de mesure. Alors, quand cette norme est sortie, elle n'était pas du tout en format HS, donc pas du tout harmonisée. Et aussi, nous, la manière dont on l'a interprétée, alors quand je dis nous, c'est plus la France, pas forcément Delta Mu, mais plus la France. Elle était, on la considérait un peu du type B, c'est-à-dire de conseil, pas forcément avec des exigences sur lesquelles on pourrait venir auditer une entreprise. En 2006, eh bien, il semblerait que la norme soit passée en type A, c'est-à-dire qu'elle soit devenue auditable. On pouvait vous auditer par rapport aux exigences de l'ISO 2012. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de toute mon expérience en tant que, expert métrologie à Delta Mu, je n'ai eu qu'une seule entreprise qui s'est fait auditer par ses clients sur l'ISO 2012. En règle générale, c'était une norme de conseil. Alors, ça a posé un gros problème au sein du groupe de travail parce que nous, il y avait des pays qui ne voulaient absolument pas qu'elle soit auditable et il y avait d'autres pays qui nous disaient, mais nous, on est audité régulièrement par rapport à l'ISO 2012, c'est le Canada, qui nous disait, mais nous, c'est une norme, on nous audite. Donc, si vous la dégradez en type B, on va perdre énormément. Alors, d'autres pays, comme l'Australie, qui disaient, mais nous, on n'en veut pas du type A, on veut du type B. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de conflits. Donc voilà un peu l'histoire de l'ISO 2012. Là, on est en 2019, on est en cours de révision. Alors, cette norme, pour les industriels, elle est primordiale. Elle est vraiment très importante. Moi, je vois l'ISO 2012 comme l'ISO 9001 de la mesure. Donc, l'impact, imaginez-vous, il y a 20 ans, quand l'ISO 9001 a été remis au bout du jour, l'impact que ça a eu sur les sociétés, sur les entreprises, et bien l'ISO 2012, je pense, bon, je ne suis pas médium, mais je pense qu'elle va avoir un impact assez considérable sur les entreprises. Alors, ce qu'on a vu, nous, en France, que je vais vous dresser, là, c'est un petit peu un portrait de la métrologie actuelle. D'accord? C'est ce qu'on a vu en France. Et quand on a côtoyé les autres pays, on a remarqué que ces problématiques étaient internationales. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que quand on dit métrologie, quand on prononce le mot métrologie, dans la tête des gens, métrologie, c'est gestion de parc. Ça se restreint à l'instrument de mesure. Donc, on a plus affaire à une métrologie opérationnelle.
La métrologie, elle n'est pas du tout considérée, alors pas du tout, c'est un petit peu fort, mais en règle générale, elle n'est pas du tout considérée dans les étapes précurseurs de la production. En gros, quand le client nous donne ses exigences, il y a toute une étape de développement, hein, de concept, de méthode, voilà, de développement du produit. Et la métrologie n'est même pas considérée dans ces étapes. En règle générale, elle n'est pas considérée dans ces étapes. Elle n'est considérée qu'à la fin, c'est-à-dire quand on commence à produire et quand on est dans l'étape de production du produit. Nous, on parle de métrologie en bout de chaîne. Il y a énormément d'incompréhension sur la mesure. Il faut bien comprendre que, alors, vous, je suis quasiment sûre que vous le savez, mais en règle générale, la mesure, ce n'est qu'une approximation de la réalité. Ce n'est pas la vérité. On a un flou autour de la mesure et c'est l'incertitude qui va permettre de quantifier ce flou et ça va nous permettre d'évaluer les risques de se tromper. De toute façon, on n'a pas la valeur vraie. On ne fait que approximer la réalité. D'où l'importance de calculer l'incertitude et d'évaluer les risques d'une mesure erronée. Cette connaissance-là, elle n'est pas appliquée. Elle est très rarement appliquée au sein des entreprises. Généralement, nous, on le voit avec nos clients, on nous demande de calculer l'incertitude parce que c'est une exigence d'un audit, d'un client. Ça ne percute pas forcément sur, attendez, l'incertitude, c'est primordial, c'est important. Donc, du coup, comme on ne connaît pas très bien ce domaine de la mesure, l'incertitude et les risques, les besoins métrologiques sont assez mal identifiés et alors encore moins quantifiés. On peut le voir par exemple avec le MSA ou le calcul de cababilité. La seule chose qu'on veut, c'est calculer, pour ceux qui connaissent un peu le MSA, c'est une norme pour l'automobile, on cherche le pourcent GRR, donc un chiffre, sans vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Donc, comme la métrologie, c'est avant tout basé sur, d'après la métrologie actuelle, hein, elle est assez opérationnelle et basée sur les instruments de mesure, les processus de mesure, en général, ne sont pas très bien maîtrisés. Par exemple, si vous mesurez, si votre mesure est assez floue, avec une grande variabilité, ce que vous allez faire, c'est que vous allez changer votre instrument de mesure, racheter un plus performant avec des meilleures performance. Vous n'allez pas vous interroger sur le processus de mesure en général. Est-ce que ma température ne va pas avoir un impact sur ma mesure? Est-ce que, par exemple, j'ai une balance assez pointilleuse? À chaque fois que je claque la porte de mon laboratoire, ça ne va pas engendrer une vibration qui va faire varier ma mesure. Tout ça, ce n'est pas forcément pris en compte dans le processus de mesure. Et un point supplémentaire, c'est que on produit énormément de mesures. Les organismes, les organisations, les industries produisent beaucoup de données et ces données sont un peu, on a de la chance si elles sont archivées. On ne va pas forcément les exploiter. Donc voilà, ça c'est un peu le portrait actuel de la métrologie, une métrologie assez opérationnelle. Du coup, en conséquence, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec des tolérances qui ne sont pas fonctionnelles. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En gros, on va vous mettre des tolérances au niveau du design et du développement. Après, quand ça va arriver au niveau d'un service, on va réduire ces tolérances pour être sûr de respecter la conformité. Et après, on va de plus en plus réduire les tolérances et on va arriver en prod avec des tolérances qui sont très petites, alors que normalement, on aurait dû avoir des tolérances plus grandes. Donc, ce sont des tolérances non fonctionnelles. Et ce que vous faites, eh ben, en gros, c'est de la surqualité. Parce que vous ne maîtrisez pas votre mesure et votre métrologie, vous faites de la surqualité par rapport à ce que vous produisez. Voilà. Donc ça, c'est un peu le portrait actuel de la métrologie, alors ce qu'on voit en France, mais également à l'international. Alors, les enjeux de cette norme, si on arrive au bout de cette norme, il faut bien comprendre que cette norme, elle n'est pas sous le giron de la métrologie. Il n'y a pas, je vous l'ai mis entre parenthèses, TC 176 SC3, c'est ce que je vous ai mentionné au début. L'ISO n'a pas un comité dédié à la métrologie. Elle a un comité dédié à la qualité. L'ISO 9001 en fait partie. Et d'autres normes. Nous, on vient se greffer dans ce giron de la qualité. Donc l'ISO 2012, bien sûr,
c'est une norme technique dans le sens où elle vient parler de la métrologie, mais elle est vraiment adressée à des qualiticiens. Seulement le chapitre 8 et le chapitre support, où là, on va mettre, on essaye de partager nos concepts pour faire en sorte que l'opérationnel soit pris en compte, en tout cas que la métrologie soit prise en compte dans tous les domaines d'un point de vue technique. Mais c'est vraiment une norme qualité, c'est sous le giron de la qualité. Donc du coup, il faut bien comprendre qu'il y a cette notion de double compétence, qualité, métrologie. Moi, je vois un peu cette norme comme un peu comme un acte de paix, en gros, entre la qualité et les métrologues. Souvent, quand on discute avec des métrologues, on dit les qualiticiens, et les qualiticiens, les métrologues. Voilà, j'espère que cette norme est un peu un symbole de paix entre les deux, en disant non, vous n'êtes pas l'un contre l'autre, vous allez travailler ensemble pour vraiment améliorer les produits et les services. Le point important de cette norme, c'est qu'on veut que la métrologie soit prise en compte dans tous les niveaux de l'entreprise. Elle commence dès qu'on a un échange avec notre client. Par exemple, si le client il veut une porte d'une voiture qui fasse moins de bruit, là, il y a mesure de décibels, donc il y a processus de mesure. Donc, il faut absolument que dès qu'on a un échange avec notre client sur un produit éventuel, la métrologie soit prise en compte dès le début. Ensuite, il faut que la métrologie soit prise en compte dans les différents niveaux de l'entreprise jusqu'à la production et ensuite à la satisfaction client. Donc vraiment, la métrologie, on veut qu'elle soit partout. On veut que cette norme axe la métrologie sur les processus de mesure et pas les équipements. Bien sûr, les équipements, on ne va pas les négliger, ça reste de la métrologie. Mais le point le plus important, c'est processus de mesure. Et ensuite, le besoin, l'enjeu, c'est l'évaluation du risque. On ne fait pas une mesure pour nous faire plaisir. On ne calcule pas une incertitude de mesure pour nous faire plaisir. On a autre chose à faire. On calcule une incertitude de mesure pour évaluer le risque d'avoir une mesure erronée. Quel est l'impact de ma mesure sur mon produit final? Et ça, il faut vraiment que les mentalités changent à ce niveau-là. Je regarde si je suis dans les temps. Je vais accélérer un petit peu. J'en ai fini de faire mon constat sur l'ISO 2012. Là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à l'ISO 17025. On a eu beaucoup de craintes de la part des qualiticiens en disant, mais attendez, si vous sortez l'ISO 2012, les laboratoires d'étalonnage, eh bien, ils vont arrêter d'être 17025 et ils vont devenir ISO 2012. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? La l'ISO 2012, ce n'est pas une version allégée de la 17025. Ça n'a rien à voir. La 17025, c'est pour les laboratoires d'étalonnage et d'essai. L'ISO 2012, c'est une 9001 de la mesure. D'accord? C'est vraiment deux choses différentes. Donc là, vous avez un petit tableau récapitulatif des différentes. L'objectif pour l'ISO 2012, c'est de donner confiance au processus de mesure dans l'entreprise, alors que la 17025, c'est vraiment pour valider une mesure. On est vraiment dans deux notions différentes. Là, on est pour l'ISO 2012, dans une certification. On va certifier que l'entreprise répond aux exigences 2012, comme pour l'ISO 9001, alors que pour la 17025, on est dans un référentiel d'accréditation. La plus-value de se faire accréditer, c'est qu'après, vous pouvez mettre votre logo Profrac en France, mais d'autres logos dans d'autres pays, sur votre PV d'étalonnage ou vos documents. D'accord? Il n'y a vraiment pas la même chose. Comme je l'ai déjà dit, l'ISO 2012, c'est pour les organisations, les entreprises en règle générale, alors que la 17025, c'est pour les laboratoires d'étalonnage et d'essai. Et, excusez-moi, le domaine d'application, eh bien, pour l'ISO 2012, on va certifier le management de la mesure de l'organisation, alors que pour la 17025, on va vraiment regarder les compétences du laboratoire, des opérateurs, etc., etc. Donc vraiment deux domaines différents. Alors bien sûr, on a une part dans l'ISO 2012 qui parle des compétences et on dit, si vous êtes accrédité 17025, vous répondez aux exigences de la partie qui va bien dans l'ISO 2012. Mais ce n'est qu'une petite partie.
je finirai cette comparaison avec cette remarque-là. En gros, quand vous êtes 17025, vous avez votre mesure finale, elle est accréditée, elle est labellisée. Vous avez un statut par rapport à ça et vous êtes reconnu internationalement. Quand vous êtes ISO 10012, vous n'avez pas de label. Vous ne pouvez pas vendre, ben voilà, j'ai acheté ma voiture, elle est ISO 9001. Non, ça n'a rien à voir. Vous n'avez pas de label ISO 9001 et vous n'aurez pas de label ISO 10012. Par contre, vous avez bien un label 17025. D'accord. J'en ai fini pour la 17025 et là, je vais rentrer dans le cœur du sujet, donc la norme. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de lire des normes comme la ISO 9001 et tout, vous allez reconnaître le format HS, donc structure harmonisée. Donc, vous avez les 4 premiers chapitres. Alors ça nous est imposé, hein. On n'a pas eu le choix. Les 4 premiers chapitres, bon, ce sont des chapitres classiques hein, sur les normes et les définitions. Les 4 suivants, ben, c'est ce qu'on appelle l'approche qualité PDCA, donc Plan, Do, Check et Analyze. C'est là où on va retrouver ben, tout ce qui est contexte de l'organisation, le leadership, le planning et le support. Nous, ce qui nous intéresse en tant que métrologue, hein, c'est vraiment le chapitre opération. Donc vraiment là où on va pouvoir mettre ben, des cas concrets sur ce qu'on aimerait voir au sein de l'entreprise concernant la métrologie. Et ensuite, on retrouve les 2 autres chapitres, 9 et 10, on ne voit pas très bien le carré, mais bon, il y avait quelque chose. 9 et 10 pour ben, l'évaluation du système de management de la mesure. On a rajouté 4 annexes. L'annexe A, c'est vraiment pour rassurer par rapport à la 17025, parce que comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de craintes sur la compétitivité des 2 normes. Donc, on a vraiment voulu rassurer par rapport à ça. Et on a rajouté 3 autres annexes un peu plus techniques alors, c'est pas là où vous apprendrez à faire les choses. Par contre, on va vous donner des références pour vous rediriger vers différentes normes. Donc, ça, c'est l'approche globale. Alors là, vous allez retrouver l'approche PDSA. À droite, vous avez une figure de l'introduction de l'ISO 9001. Donc, c'est vraiment, comme je l'ai dit, une norme qualité. Donc, voilà. Je passe rapidement sur cette slide-là. Alors là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. D'accord. Alors, encore une fois, je le rappelle, hein, je fais un disclaimer. La norme, elle n'est pas finie. Elle est en cours de révision. Donc, ça peut encore changer. Donc, voilà. C'est ce que je vous présente, c'est à l'heure actuelle sur le niveau 2012. Tout d'abord, on a le chapitre 3 qui est sur les définitions. On a 18 définitions imposées par le format HS. Nous, on s'est basé sur le VIM 3, donc le vocabulaire international de la métrologie, de 2012. On est conscient qu'il y a le VIM 4 qui est en cours, mais on ne veut pas se baser sur quelque chose qui est en cours de développement. On a rajouté d'autres définitions et j'ai voulu apporter votre attention sur 3 définitions principales. Measurement Result, Measurement et Measurement Process. Parce qu'il y a des nuances dans ces définitions qui ne sont pas forcément acquises et qui ne sont pas forcément claires pour tout le monde. Elles sont issues de la norme ISO 9000 hein, pour le vocabulaire, mais voilà, on les a rappelées dans l'ISO 2012. Ensuite, on passe au chapitre 4, qui est le contexte de l'organisation. Alors, ce chapitre-là, généralement, il définit la portée du MMS. Alors, le MMS, c'est Measurement Management System, donc système de management de la mesure. Ça, si vous regardez l'ISO, si vous faites une comparaison entre l'ISO 9001 et la 2012, vous allez voir que c'est très similaire. Ce qu'on a rajouté dans ce chapitre 4, c'est ce que vous avez en italique ici, alors entre autres, hein, c'est qu'on a insisté sur la communication intra-département. D'accord. On veut que les entités d'une entreprise communiquent entre elles concernant la métrologie. On ne veut pas se retrouver en fin de course, en bout de production, avec des tolérances qui sont toutes petites, tout simplement parce que ben voilà, on a voulu être un peu trop jouer la sécurité. On veut qu'il y ait un dialogue entre les départements d'un point de vue métrologue. Et on a aussi insisté sur le concept métrologique. On veut que les gens
et un minimum d'éducation au niveau de la métrologie. Vous le voyez là, hein. Voilà, on veut que le MMS applique des concepts métrologiques afin d'assurer la fiabilité des mesures. Et ça, c'est dans tout le contexte de l'organisation. Cinquième point, c'est le leadership. Alors là, c'est là où on engage la responsabilité du top management. Donc ça y est d'office, hein, dans le niveau 9001. Nous, ce qu'on a rajouté par rapport à ça, c'est on veut appointer, je ne sais pas si c'est dit en français, hein, on va appointer une personne physique qui soit responsable de l'ISO 2012. Alors, il ne va pas être responsable de l'ISO 2012 dans la société, mais on veut qu'il s'assure que la métrologie, en tout cas que les exigences de la 2012 soient respectées au sein de l'entreprise. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que on sait qu'au début, l'ISO 2012 va apporter des gros changements dans l'entreprise. Et on ne peut pas juste attitrer, avoir des casquettes. Bah, vous avez la casquette, la double casquette production, métrologie. Vous avez la casquette qualité, métrologie. Au bout d'un moment, les gens vont se rejeter la faute. Hein, c'est pas mon domaine, c'est le sien. Donc là, on voulait vraiment une personne qui soit entitled, donc en anglais, vraiment en charge de la métrologie au sein de l'entreprise. Je me dépêche. Chapitre 6, on est dans le planning. Donc là, c'est le truc habituel hein, de l'ISO 9001 et de la 9100 pour l'aéronautique. C'est définir les objectifs. Alors, pas les objectifs métrologiques, hein, les objectifs du MMS. C'est très important. On va parler risques et opportunités. Donc, c'est rien de bien nouveau au niveau du chapitre 6. Et le chapitre 7, là, on va parler de traçabilité et des compétences. Alors là, on reprend un petit peu les idées de la 2012 de 2003, comme quoi, pour montrer la compétence, on n'est pas obligé d'avoir un diplôme en métrologie, on peut assurer la compétence par de l'expérience, par du mentoring, par des tests internes, etc. Alors, j'arrive au contenu qui nous intéresse le plus, hein, c'est l'opérationnel. Qu'est-ce qu'on a dans ce chapitre-là? Alors, là, vous allez encore une fois retrouver les chapitres de l'ISO 9001, mais appliqués à la mesure. Alors là, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, c'est vraiment, on ne se centre plus sur l'instrument de mesure, mais vraiment sur le processus de mesure. Et vous le voyez partout. Hein. Requirements for measurement processes, design and development of measurement processes. C'est vraiment le processus de mesure qui va être mis en avant dans ce chapitre 10. Première étape, on planifie. Ça, c'est l'étape habituelle. On fait de l'opérationnel, du planning opérationnel. Deuxième étape, là, on met en évidence la communication avec le client. Comme l'ISO 9001. Qu'est-ce que veut le client? Et on va prendre ces exigences et on va les transformer en exigences métrologiques. On va vérifier si les processus de mesure qu'on a mis en place correspondent bien avec les attentes du client. Si pas, on mettra en avant les changements. Donc là, vraiment, le 8.2, c'est communication avec le client. Est-ce que nos processus de mesure répondent aux exigences du client? 8.3, là, on est dans tout ce qui est le design et le développement du processus de mesure. Donc, ce que vous avez en italique ici, hein, c'est quelques exemples, des extraits de l'ISO 9001, l'ISO 2002, excusez-moi. Donc là, pour le design et le développement du processus de mesure, il y aura, comme d'habitude, de la planification. Les inputs, qu'est-ce qu'on a besoin pour nos processus de mesure? Ça veut dire aussi prendre en compte l'étalonnage en amont. D'accord? On ne va pas s'amuser à acheter un instrument assez cher et puis se rendre compte que pour l'étalonner, il n'y a que l'entreprise qui le fait, c'est aux États-Unis, et ça fait 3 mois d'arrêt sur la chaîne. Ça, ce genre d'erreur, normalement, si vous appliquez l'ISO 2012, ça ne devrait plus arriver. Mais bon. Qu'est-ce qu'on met en place pour s'assurer que le processus de mesure correspond à nos attentes? Les données de sortie, est-ce qu'on a bien ce qu'il faut pour répondre, pour que notre processus de mesure correspond à nos attentes, etc. Là, on centre sur le processus de mesure. Donc, en 8.4, c'est là où on va gérer tout ce qui est
services externes, hein, donc laboratoire d'étalonnage extérieur, etc. Donc ça, c'est un chapitre classique, hein, j'ai envie de dire, le 8.4. Le 8.5, eh ben, on va implémenter tout ce qu'on a développé auparavant. Donc là, on va regarder la maintenabilité en fait de ce qui a été fait. Donc, on va regarder les processus de mesure, on va identifier, on va regarder l'identification et la traçabilité, etc., etc. Donc là, encore une fois, c'est un chapitre assez classique. Et ensuite, on va regarder en 8.6 les résultats de notre MMS. Le 8.7, c'est tout ce qui est non-conformité. Donc, pareil pour l'ISO 9001, comment on gère les non-conformités, qu'est-ce qu'on met en place hein, quand on a une non-conformité. Et le chapitre 9 et 10, ce sont des chapitres plutôt classiques sur tout ce qui est performance et amélioration du MMS. Hein. Encore une fois, on est vraiment dans la norme qualité du MMS. Donc, je suis passée assez rapidement sur le contenu. Je ne peux pas trop vous en dire plus parce qu'encore une fois, là, en gros, on est en cours de révision et on est au 8.4. Voilà. Ça prend tellement de temps de revoir clause par clause la norme qu'on en est au 8.4. Donc, j'ai fini pour le contenu. Je vais vous expliquer, pour terminer, où on en est dans la révision. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, la norme, on a décidé de la revoir en 2018. Le temps que tout se mette en place, en 2020, on a lancé le projet. On a écrit la norme à peu près en 2 ans. Ça nous a demandé beaucoup de travail. Hein, je vous le dis, on a tout revu, on n'a pas du tout le même format. En août 2023, juillet 2023, on a soumis un premier brouillon, ce qu'on appelle le CD, le Committee Draft. On a soumis un premier brouillon à l'ISO. Ils ont été envoyés à tout ce qui est comités nationaux, donc l'AFNOR pour la France et d'autres, BSI pour les Anglais, etc., etc. Ils ont eu 3 mois pour revoir cette norme et nous faire des commentaires. Alors, il faut savoir que dans les autres pays, ils n'ont pas de comité métrologique. Il n'y a que la France qui a un comité métrologique. Donc, nous, on a demandé à l'AFNOR que ce soit un travail commun, à la fois qualité et métrologie. Là, on est dans la deuxième phase. On est dans les retours des commentaires depuis novembre 2023 et on adresse tous les commentaires de tous les pays que l'on a reçus. Normalement, en juillet, on devrait soumettre la deuxième version de ce brouillon. S'il y a des problèmes techniques, il se peut qu'on revienne en arrière pour revalider encore une fois les commentaires et resoumettre un brouillon. Si on n'a pas de problème technique, que les modifications restent mineures, eh bien on rentre, excusez-moi, on rentre dans la phase qu'on appelle DIS, DIS, où là, la norme va être traduite. On va travailler les derniers commentaires qui nous restent et on aura la DIS finale dans 1 an, j'espère en janvier 2025, où là, la norme va être éditée et divulguée à tous les pays membres de l'ISO. Donc voilà où on en est. Désolée, je suis allée un peu rapide, il y avait beaucoup de choses à dire. Maintenant, je vais laisser la parole à Marie pour voir si vous avez des questions. Merci pour votre écoute. Merci Peggy. Effectivement, on a eu pas mal de questions. Oui. Parce que c'est un sujet dense. Alors, il y a eu pas mal de réactions sur les différences entre l'ISO 17025 et l'ISO 10012. Ah ouais. Donc, par exemple, on nous demande si, quand on est ISO 17025, la mise en place de la norme ISO 10012, elle va être obligatoire ou est-ce que c'est volontaire? Alors, déjà, si vous êtes 17025, ça veut dire que vous êtes grosso modo un laboratoire d'étalonnage d'essai. D'accord? C'est que vous, le but d'être 17025, c'est de donner la confiance dans vos mesures. D'accord? Si vous n'avez pas d'intérêt à être ISO 10012, c'est comme si, est-ce que vous avez un intérêt à être ISO 9001? Pas forcément. Donc, il n'y a vraiment pas d'intérêt à être ISO 10012. D'accord? C'est vraiment ISO 17025, c'est pour donner confiance dans notre mesure. La 10012,
c'est pour donner confiance à votre management, à votre système de management au sein de l'entreprise. Donc, il n'y a aucun intérêt, quand on est 17025, à être, je parle vraiment du laboratoire. Hein. Bien sûr, si votre laboratoire, il est compris dans une entreprise. Par exemple, vous êtes une grande société et vous avez en interne un laboratoire d'étalonnage et d'essai qui, lui, est 17025. Alors, vous n'avez pas du tout d'intérêt à être ISO 10012. Par contre, la société, l'entreprise, dans sa globalité, peut-être que oui, elle a intérêt à être ISO 10012 parce qu'elle va gérer votre système de management de la mesure. Mais vous, en tant que laboratoire, même compris dans votre entreprise globale, non, vous n'avez pas d'intérêt à 10 000 euros. Tout à fait. Bah, c'est un peu aussi la différence que tu as bien expliqué au départ, où l'ISO 17025, c'est vraiment une norme où on va accréditer le laboratoire sur un domaine en particulier, donc en ayant passé en revue tout son système de management, alors que l'ISO 10012, là, l'objectif, c'est que ce soit une norme qui devienne aussi certifiable. Donc, il y a vraiment une différence entre être accrédité, où là, c'est sur un domaine de compétences défini, et certifié, où là, on va regarder vraiment l'organisation et le système de management de la mesure dans son ensemble. Donc, c'est vraiment complémentaire. Ça ne va pas être obligatoire, mais voilà, le but, c'est que ce soit un vrai plus, que vous soyez ou non ISO 17025. Donc après, on avait aussi d'autres questions plus sur les bonnes pratiques qui peuvent être intégrées dans l'ISO 10012, par exemple en termes de méthode d'optimisation des périodicités d'étalonnage. C'est vrai qu'en France, on a le fascicule FDI 07-014 qui présente vraiment des méthodes très pratiques sur l'étude de la dérive, on a Opérette, on a le rapport de périodicité par rapport à l'incertitude. Est-ce que ça va remonter dans l'ISO 10012 et dans quelle partie? Alors, dans le chapitre opération, on met bien en avant que, bien sûr, l'étalonnage, c'est important, mais qu'il faut étalonner de manière intelligente. C'est-à-dire que c'est suivant les besoins de l'entreprise. Et on réfère, on dit, on étalonne, on étalonne suivant vos besoins. Donc, un étalonnage tous les ans ou tous les 6 mois, ça n'a aucun sens. Et on réfère à l'annexe B. Donc, on a vraiment fait une annexe pour cette optimisation des périodicités d'étalonnage, donc calibration interval, où là, on met en avant différentes approches. Donc, on a des approches qui proviennent du Royaume-Uni. On a, nous, en tant que Français, on a essayé de mettre les informations de la FDI 01614. Le problème, c'est qu'elle n'est pas en anglais. Donc, on a mis les références en français, mais on a expliqué sur un petit paragraphe le contexte, en tout cas le concept de chacune de ces méthodes, Opérette, la dérive, méthode de la dérive, et la méthode Herter. Donc voilà, on en parle dans l'axe B, mais c'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas une norme technique, c'est une norme qualité. On a juste mentionné dans le chapitre 8 que c'était dans l'intérêt de l'entreprise d'être pertinent au niveau de ces périodicités d'étalonnage. Très bien. Alors, on a plusieurs participants aussi qui nous demandent de bien confirmer si l'ISO 10012 sera de type A ou de type B. Ah non, elle est déjà du type 1. Ça, je vous l'assure. Vous allez sur le site internet de l'ISO, vous tapez sur Google ISO liste des normes, ils vont vous donner toutes les normes ISO et il y aura 2 colonnes sur votre droite. Si elle est écrite du format HS, donc maintenant vous savez tout sur le format HS, et si elle est du type A ou du type B. Et l'ISO 2012 est du type A depuis 2006. Alors avant, je pensais que c'était du type B, mais j'ai pas de preuves, j'ai pas de, voilà. C'est en discutant avec des qualiticiens, avec des clients, juste comme ça, où la norme, on la prenait pour une norme conseil, de recommandation, mais la norme à l'heure actuelle, elle est du type A, au moins depuis 2006. Donc là, on n'a rien changé au sein de notre working group, là, du groupe de travail. On n'a rien changé du tout.
Oui, ce que tu disais, donc elle est déjà de type A, donc notamment en Amérique du Nord, il y a déjà des entreprises qui se sont fait certifier sur l'ISO 10012. Et là, avec la nouvelle version, l'objectif, c'est qu'il y ait de plus en plus d'entreprises qui puissent se faire certifier ISO 10012. Voilà, alors ça, bien sûr, ça va avoir un impact commercial sur un organisme tiers qui pourrait se créer, un peu comme on a eu avec l'ISO 9001, hein, des organismes qui vont se créer pour certifier les entreprises. Donc c'est pour ça que je l'assimile vraiment, c'est une similitude entre l'ISO 9001 et l'ISO 2012. Mais en France, oui, voilà, on a eu un client qui se faisait certifier ISO 2012. Ok, beaucoup de questions, je ne sais pas si on aura le temps de tout. Alors, on nous demande aussi, parce qu'il y a aussi les parallèles avec l'ISO 9001, qui traite aussi des processus de mesure, de la fiabilité des données de mesure. Donc, si une entreprise elle est déjà certifiée ISO 9001, c'est quoi l'intérêt, quel est le plus de mettre en place l'ISO 10012? C'est pas parce que vous êtes ISO 9001 que votre métrologie elle sera respectée du début jusqu'à la fin de chaîne. La métrologie en ISO 9001 n'oblige rien. Si je me souviens bien, l'ISO 9001, en gros, vous avez le chapitre 7.15 à 7.1.5 qui parle des instruments de mesure et des processus. En gros, il faut que vos instruments soient identifiés, étalonnés et vérifiés de manière régulière. Mais en aucun cas, vos processus de mesure vont être considérés dès l'échange avec votre client. Ça n'a rien à voir. Les ISO 9001, on va regarder la qualité des produits et des services. En 2012, on va regarder la mesure. C'est vraiment la mesure qui est au cœur de la 2012. Donc, être ISO 9001 ne vous certifie pas que votre métrologie est maîtrisée et considérée dans toutes les étapes. Vous allez être ISO 9001 et faire encore de la métrologie opérationnelle, c'est-à-dire la métrologie, ce que j'appelle en bout de chaîne, où on ne s'occupe pas de la mesure jusqu'au dernier moment. Alors que là, vraiment, l'ISO 2012, elle est là pour changer les choses. Je suis d'accord avec vous, c'est vraiment, nous, on s'est basé sur l'ISO 9001 et l'ISO 9100, qui est qui est l'ISO 9001 pour l'aéronautique, pour construire cette norme. Mais c'est vraiment la mesure et le processus de mesure qui est au sein de l'ISO 2012. Et après, oui, on nous demande pas mal quels sont vraiment les impacts si là, les personnes qui participent à ce webinaire, elles veulent se faire certifier, elles veulent mettre en place l'ISO 10012 quand elle sera validée. C'est quoi les principaux changements qui vont devoir opérer dans leur organisation et comment va se faire un petit peu cette évolution? Est-ce qu'on va demander de la rétroactivité par rapport à ce qu'ils faisaient auparavant? Et si tu pouvais résumer, voilà, quels sont les points majeurs, les points d'impact clés? Alors, déjà, je suis pas auditrice. Je suis pas auditrice et je suis pas qualiticienne de formation. Donc, il y a sûrement des gens mieux qualifiés que moi dans ceux qui nous écoutent. Je vais faire une tentative de réponse. Après, on verra ce qu'il y a. Mais pour moi, les points, si jamais vous voulez passer, vous voulez vous faire certifier ISO 2012, c'est déjà faites un bilan de votre métrologie actuelle. D'accord? Dans quel état est votre métrologie? Est-ce que vous êtes déjà bien en amont? Nous, on a des clients qui sont top note au niveau de leur métrologie. Où vous en êtes? D'accord? Déjà, à partir de là, quand vous aurez fait un diagnostic de votre métrologie, vous allez savoir où vous vous positionnez. Est-ce que vous faites de la métrologie en bout de chaîne, c'est-à-dire seulement en prod et pas avant, ou est-ce que déjà vous avez un échange, une communication avec les autres services? Je pense notamment à tout ce qui est développement, recherche et développement, service méthode, etc., etc. Une fois que vous avez fait un bilan de un diagnostic de votre métrologie, et bien là, il faudra prendre l'ISO 2012 et regarder les exigences et voir si vous correspondez à qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Faire une sorte de diagnostic ISO 2012. Les points, si vous êtes comme la plupart des cas, c'est pas péjoratif quand je dis ça, faire la métrologie en bout de chaîne. Parfois, on est sous l'eau. Hein. Le but, c'est quand même de maintenir la société en bonne santé. Donc, on fait avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut. Et si vous faites de la métrologie en bout de chaîne et vous n'avez pas pris en compte la métrologie en amont, en gros, vous faites de la surqualité et vous perdez de l'argent. Donc, mettre en place l'ISO 2012 ça va être peut-être un peu pénible. Il ne faut pas se le cacher, hein, vous allez devoir changer des choses au sein de votre entreprise, mais ça va être
peut-être pénible, mais au moins vous allez faire un gain, je pense, notable en termes de surqualité. Donc, si vous voulez mettre en place l'ISO 10012, après, il faut regarder comment la métrologie est prise en compte en amont. Former, il y aura beaucoup de formations aussi au niveau du public hein, qui développe le produit. Est-ce qu'ils ont une connaissance de la métrologie? Qu'est-ce que ça veut dire mesurer? Même si on le sait, quel est l'impact de ma mesure un petit peu floue en recherche et développement par rapport au reste? Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qu'il va falloir considérer. Alors maintenant, en termes de... Voilà, je suis pas auditrice, donc je peux pas vous donner une liste bien précise. Mais déjà, si vous commencez avec un diagnostic de votre métrologie, où vous en êtes, et après regardez où vous devez aller, ça va vous donner des lignes directrices. Merci Peggy. Alors ça fait aussi le lien sur d'autres questions qu'on vous pose par rapport aux ressources humaines. Est-ce que la mise en place de cette norme va nécessiter d'intégrer dans les services métrologie des organisations actuelles des nouvelles compétences qu'ils n'ont pas aujourd'hui? Parce que souvent dans les services métrologie, les compétences, elles sont très liées aux opérations de contrôle, d'étalonnage, vérification. Est-ce que ça va nécessiter des compétences différentes? Une bonne question. Je ne pense pas, parce que eux, ils ont déjà la connaissance de la métrologie, l'importance de la métrologie. Alors peut-être que oui, si vous n'avez pas l'habitude de calculer vos incertitudes, ben, peut-être qu'il va falloir développer cette compétence-là, évaluation des risques. Maintenant, ça, je pense que c'est vraiment mineur. Je pense que l'impact qu'il va y avoir de la NIM12 sur ces personnes-là, c'est avant tout une reconnaissance de leur travail. Pour moi, je le vois, hein, les métrologues, généralement, ils sont un peu, bon, on va pas dire déprimés, mais ils sont un peu seuls au monde par rapport au reste. Et je pense que l'ISO 2012 va venir ouais, un petit peu booster et dire, attendez, votre travail est valorisé, elle est reconnue, on le prend en compte. Et s'il y a des compétences à acquérir, c'est pas le métrologue qui est visé, c'est vraiment les autres services de développement qui seront plus visés. Après, oui, c'est peut-être calculer l'incertitude ou évaluation des risques, mais on peut conserver les mêmes personnes, mais élargir quand même leur périmètre et leur champ de compétences. Donc, c'est plutôt une perspective réjouissante d'évolution oui. pour les personnes de la métrologie qui vont pouvoir venir interagir avec tous les autres services de l'entreprise et avoir un rôle clé. Oui, ouais, tout à fait. Ok. Peut-être une dernière question. Alors, on n'aura peut-être pas pu tout aborder, mais on reviendra vers vous par mail. On essaiera aussi peut-être de faire un petit article avec une foire aux questions. Une question que j'ai bien aimée parce qu'elle est aussi dans ce qui nous tient à cœur chez Deltamu, par rapport au juste nécessaire, par rapport à l'impact écologique. On nous demande si dans l'ISO 10012, on s'est quand même un peu intéressé à l'impact carbone de l'activité métrologie. Je sais que tu tiens à cœur aussi. Voilà, je suis trop environnement. Alors, c'est compliqué. Est-ce qu'on a mis ça? Je sais qu'on a eu un commentaire comme quoi on n'avait pas tout à fait, voilà, il nous manquait une petite exigence et on a rajouté deux exigences qui apparemment sont des exigences obligatoires du format HS, comme quoi on doit faire en sorte que les décisions prises aient un minimum d'impact environnemental. Je crois que c'est au niveau du chapitre 4, si je ne me trompe pas, chapitre 4, au niveau du contexte de l'organisation ou du leadership, l'un des deux chapitres, où on met clairement, attention, considérer le climate change dans votre prise de décision. Maintenant, ça reste vague, ça reste quand même une exigence, donc je ne sais pas comment ça va être géré. En tout cas, ça, c'est pas de notre ressort. C'est vraiment quelque chose qui nous a été imposé. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de discussions au sein du groupe, des gens qui disent mais non, c'est pas la portée de l'ISO 2012 de mentionner ça. D'un côté, ça nous a imposé, mais on dit mais oui, mais si on le fait pas, ça bougera jamais. Donc c'est une question assez voilà. Mais bon, oui, il y a une exigence ou deux qui mentionne le changement climatique et l'impact. Mais bon, il n'y a pas de calcul carbone, il n'y a pas tout ça. Il faut pas. C'est pas le but de l'ISO 2012.
Il faut aussi laisser la place à des futures révisions. Là, c'est déjà un grand pas en Voilà, avant. on a fait Donc, beaucoup de travail par ouais. rapport à ça. Merci beaucoup, Peggy, pour Merci à toi, Marie. toutes ces explications. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Pour toutes vos questions, alors désolé à ceux à qui on n'a pas encore répondu. On va revenir vers vous et puis on va travailler sur la rédaction d'un petit article avec Peggy pour répondre à vos questions et puis pour le diffuser à tous. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.